C'est aujourd'hui jour de BCE. La BCE se réunit aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir en parler avec Jean-Claude Trichet, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Pleasure. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci, pareillement. Bon, donc voilà, la BCE se réunit aujourd'hui. Est-ce qu'au fil de l'évolution, j'ai envie de dire, économique et sanitaire, et encore plus sur l'économie, quand on voit le rebond de l'activité, ce qui est normal, bon, maintenant qu'on dessert les contraintes sanitaires, l'inflation qui est quand même plus forte que prévu, est-ce que le temps est venu que la BCE commence un petit peu à réduire les montants mensuels de son programme d'achat d'urgence face à la pandémie, au regard de fondamentaux économiques et sanitaires sur lesquels on a moins de prise, évidemment. Alors je sais bien que c'est comme cela, si vous voulez, que les participants du marché ont tendance à voir les choses, parce qu'ils assimilent les Européens aux Américains. Or, nous sommes dans des univers complètement différents. Aux États-Unis, vous avez un engagement formel de la Banque centrale d'acheter tous les mois 120 milliards de dollars. Tous les mois. Et c'est pour cela que le fameux tapering, c'est-à-dire le moment où vous commencez à refermer un petit peu le robinet, est un moment si important, parce que vous dérogez à une règle fondamentale que vous avez posée, 120 milliards par mois. D'acheter 120 milliards par mois. En Europe, on est heureusement, à mon avis, c'est beaucoup plus malin, à vrai dire, que on a un plan à 1850 milliards. On a un plan. 1850 milliards. Et on est vraiment flexible sur la manière dont on arrange, aussi bien en ce qui concerne les valeurs en question, les valeurs négociables en question, publiques ou privées, que les montants, et que Donc je l'ai mal posé la question. Rythme annuel, le rythme mensuel. Non, vous avez très très bien posé la question, puisque c'est la question que se pose l'ensemble du marché. Mais on ne peut pas dramatiser comme aux États-Unis, parce que la Banque centrale européenne a déjà accélérer ou diminuer ses propres achats. On est à 80 milliards. Donc le problème, on est à 80 milliards à peu près par mois. Oui, en gros. Et compte tenu du montant où nous sommes maintenant, fin août, la moyenne mensuelle, si on veut aller jusqu'au bout de l'enveloppe qui a été fixée pour fin mars, c'est 75 milliards à peu près. Donc la référence, si vous voulez, moyenne. Mais encore une fois, ce n'est pas comme ça que raisonne la Banque centrale. Et d'ailleurs, elle a beaucoup moins acheté en août dernier, 53 milliards ou quelque chose comme ça, qu'elle n'en avait acheté Mais elle devrait en le acheter mois moins, d'avant. encore une fois, au vu de la conjoncture économique, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui ? En réalité, ce qu'elle regarde, c'est la conjoncture économique, évidemment, le fait que nous sommes en croissance, qui est une très bonne chose. L'inflation, bien entendu. J'appelle votre attention aussi sur ce point. Nous ne sommes pas dans le même camp que les États-Unis. Aux États-Unis, l'inflation est à plus de 5% pour ce qui concerne l'indice des prix et la consommation. On est à 3, c'est très différent. Mais c'est surtout l'inflation sous-jacente qui est très différente. Aux États-Unis, l'inflation sous-jacente est à 4,2, 4,3%. Et chez nous, on est à 1,6. C'est pas du tout Donc, vous voyez, on n'est pas dans la même histoire. Aux États-Unis, on a raison de se dire, mais vraiment, est-ce qu'il est raisonnable de prétendre que nous sommes dans une phase transitoire, compte tenu de l'inflation sous-jacente aussi haute ? En Europe, il est légitime de s'interroger sur le point de savoir si effectivement c'est transitoire ou non. Mais au total, si vous voulez, en fait, ce que regarde la Banque centrale européenne avec énormément d'attention, ce sont les conditions financières générales de la zone euro. Et c'est en regardant ces conditions financières générales qu'elle a accéléré dans le passé ou diminué dans le passé le rythme de ses acquisitions. Il y a besoin de Donc, quoi ? ils vont décider aujourd'hui, on va voir ce qu'ils vont décider. Ils ont d'autres informations que ni vous ni moi n'avons, parce qu'ils vont avoir les projections, aussi bien pour la croissance que pour l'inflation, dans les années, enfin pour cette année et puis pour les années à venir. Donc ce sont des éléments extrêmement importants pour la décision, évidemment, du Conseil des gouverneurs. Donc on va voir ce qu'il en sera. Mais est-ce que c'est dramatique si, d'un point de vue économique, si la BCE n'achète plus 80 milliards tous les mois, mais que 60 dans la réalité? Est-ce que c'est de nature à déséquilibrer à la fois les marchés? Ce n'est évidemment pas dramatique, puisque je viens de vous dire qu'elle l'a fait aussi de manière aussi flagrante, si vous voulez, qu'au cours du mois d'août, par exemple. Donc il n'y a rien là de dramatique. Et en tout état de cause, ils ont une boussole, une aiguille, si vous voulez, de la boussole, puisqu'ils regardent les conditions générales de financement. Et si les conditions générales de financement leur paraissent satisfaisantes, compte tenu, encore une fois, du niveau d'inflation prévu et anticipé à moyen terme. N'oublions pas que la Banque centrale regarde toujours les anticipations d'inflation à moyen terme, et compte tenu de la croissance qui est en effet, heureusement en Europe,
beaucoup plus dynamique qu'auparavant. Mais alors, un dernier point, parce que j'ai dit, attention, la Banque Centrale Européenne n'est pas la Fédérale Réserve en ce qui concerne les acquisitions d'actifs. J'ai dit également, l'inflation européenne n'est pas l'inflation américaine. Et je dois dire que du point de vue de la protection contre l'épidémie, maintenant, la zone euro et l'Europe en général ne sont pas dans la même situation que les États-Unis. Il y a eu un retournement impressionnant. Aux États-Unis, vous n'avez que 53% approximativement de la population qui a le double, la double injection vaccinale. Et en Europe, on est plutôt entre 70 et 85%. Et en France, a rattrapé notre retard à l'image. On a non seulement rattrapé, mais dépassé bien au-delà. Et le problème maintenant des États-Unis, effectivement, c'est qu'ils sont plus vulnérables à l'épidémie, et notamment évidemment à l'épidémie du variant Delta, que nous ne le sommes nous-mêmes. Alors il faut être prudent, il faut rester très très vigilant, et puis il peut y avoir de nouveaux variants, et puis les choses peuvent se retourner complètement. Et en tout état de cause, il est très important de continuer à être extrêmement attentif, à respecter les règles. Mais on a retourné la situation. 3 points sur lesquels, attention, il ne faut pas assimiler l'Europe aux États-Unis ou les États-Unis à l'Europe. Vous comprenez que les acteurs, les investisseurs aient envie d'avoir plus de visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois. On sait effectivement qu'il y a cette enveloppe de 1 850 milliards d'euros, plan d'urgence pandémique, jusqu'en mars 2022, mais voilà, qu'est-ce qui se passe jusqu'au mois de mars? Est-ce qu'il faut le consommer ou pas? Est-ce qu'on le prolonge? Qu'est-ce qui se passe au 1er avril? C'est un autre problème. Est-ce qu'il faut les achats passent à zéro? Est-ce que non? Il y a le programme aussi APP qui est à 20 milliards. Comment? Oui, c'est un peu flou pour l'instant pour le commun des mortels. Non, c'est pas flou, c'est clairement dit jusqu'à présent avec le codicile de la Banque Centrale Européenne qui a toujours été de dire, et je crois que François Villeroy-de-Galhau par exemple l'a souligné également pour la Banque de France, attention, nous sommes flexibles. Et comme je l'ai dit, nous sommes flexibles dans toutes les dimensions de la flexibilité. Et donc, on verra le moment venu. Le problème ne se pose pas encore. Là, le problème qui est posé par le marché, c'est est-ce que vous allez accélérer ou diminuer les montants mensuels? Le problème de savoir comment se fera la transition entre le programme pandémique qui, à un moment, devra s'interrompre et le programme, disons, classique de 20 milliards d'euros que vous soulignez mensuel pour le programme d'achat d'actifs qui coexiste avec le programme pandémique, tout ça, on le verra, à mon avis, à la fin de l'année. Bon, c'est intéressant parce que vous disiez qu'il y avait un environnement très différent des deux côtés de l'Atlantique, mais c'est vrai que est-ce que dans la durée, la BCE peut s'écarter de ce que fait aussi notamment la Fed, même si les situations sanitaires, économiques, tout ce qu'on a dit, sont différentes d'inflation. Ou est-ce qu'au bout d'un moment, il y aura une pression du marché pour que la BCE suive ce que fait la Fed en matière de tapering, en tout cas qu'elle avance doucement ses pions, comme ce que fait aussi, pour le coup, la Fed? L'ensemble des banques centrales dans le monde, si vous voulez, doivent évidemment tenir compte de leur environnement. Et la Banque centrale américaine, la Fédérale Réserve, a une influence qui est évidemment considérable. C'est clair. Parce que c'est la première économie, parce que c'est une monnaie qui est beaucoup plus généralisée encore que l'euro, même si l'euro a fait des progrès extrêmement importants. Et donc, il est normal que toutes les banques centrales, et la Banque centrale européenne en particulier, regardent ce qui se passe. Et notamment parce que le canal d'échange est évidemment un canal extrêmement important pour toutes les autres banques centrales, pour la Banque centrale européenne, notamment dans son incidence sur l'inflation. Elle ne peut pas rester trop longtemps à l'écart à vous écouter. Non, ce que je pense, si vous voulez... Est-ce que c'est un trimestre, 2 trimestres, 1 an, 2 ans? Ce que je pense, c'est que, pour prendre un peu de distance par rapport à tout ça, c'est que la Banque centrale américaine, ayant une politique extraordinairement accommodante, et la Banque centrale américaine est accompagnée par un trésor américain lui-même extraordinairement accommodant. Donc la politique... Plus d'ailleurs qu'en Europe. Beaucoup plus, infiniment plus. Enfin, je veux dire, on est à 15% de déficit en proportion du PIB aux États-Unis, quand en Europe, on est à 9%. Vous voyez, il y a une énorme différence. Là aussi, 4e domaine dans lequel il n'y a pas équivalence entre les deux côtés de l'Atlantique. Mais donc, au total, si vous voulez, je pense que pour la Banque centrale européenne, ce n'est pas le fait de suivre ou pas de suivre la Banque centrale américaine, mais le fait est que nous sommes en présence d'une banque centrale incroyablement accommodante en ce qui concerne la Fed, et que ça joue un rôle sur toutes les autres banques centrales, y compris sauf que la BCE. Sauf que la Fed, elle freine. La Fed freine. Elle freine quoi? Le tapering, en initiant le tapering, elle freine ces conditions. Oui, mais enfin, on n'y est pas encore.
Et les marchés pensent, peut-être à juste titre, hein, que ce sera en décembre que l'on commencera. Bon, donc on a encore devant nous 4 mois, donc on va voir. Mais au total, ce que je pense, si vous voulez, c'est que, encore une fois, tapering aux États-Unis, ça n'est pas l'équivalent de diminuer les montants mensuels d'achat de la Banque Centrale Européenne, qui, elle, a dit à l'avance, je suis flexible, je peux en effet augmenter ou diminuer. De même que la Banque Centrale Européenne a dit, je peux ne pas dépenser l'intégralité de mon enveloppe, ou plus, si ce n'est pas nécessaire, je peux en faire plus si c'est nécessaire. Extrême flexibilité. Donc la flexibilité est extrême, et à mon avis, c'est juste, en tout état de cause. Ce que fait la Banque centrale américaine a une incidence évidemment sur le positionnement du dollar des États-Unis, et le positionnement du dollar des États-Unis a une incidence sur le point de savoir s'il y aura plus ou moins d'inflation en Europe. Donc pour la Banque centrale européenne, il y a la double, si vous voulez, considération. Ce que font les États-Unis est ce que le marché interprète comme étant l'attitude probable des autres banques centrales, et puis surtout le vrai phénomène de contagion ou d'absence de contagion s'agissant de l'inflation importée ou de la désinflation importée en Europe. Exactement. Comment vous jugez la communication de Jérôme Powell, qui là est sorti un petit peu du bois dans le cadre de Jackson Hole il y a de ça quelques jours? Il a réussi pour l'instant en tout cas à bien préparer les esprits à ce tapering. Il y a une espèce de non-réaction des marchés. Parce qu'il a été habile, il a été bon pour le coup. Je crois que d'abord tout le monde s'attendait à ce qu'effectivement il ne contredise pas ce qui avait été déjà dit être la majorité de l'Open Market Committee, à savoir qu'il pensait que le tapering commencerait avant la fin de l'année. Donc ça c'était déjà acquis par les... Il n'a, à vrai dire, rien dit de plus, sinon confirmé cela. Sans donner de précision. Il aurait pu dire ce sera plutôt en novembre, ce sera plutôt en décembre, il l'a conditionné ce sera plutôt en septembre. Bien entendu. Dont les chiffres n'ont pas été bons d'ailleurs au mois d'août. Oui. Mais il a, comme toujours, tout cela dépend des données. Data dependent. Data dependent. Et aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis. Il est clair qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer la réalité si elle change. Et de temps en temps, elle change. Elle a changé pour le mieux chez nous en Europe, il faut le souligner quand même au passage. Donc non, il a confirmé ce qui était considéré comme étant infiniment probable, compte tenu de ce qui était la majorité des positions exprimées par les membres de l'Open Market Committee. Je reviens sur l'Europe, sur ces 3% d'inflation en zone euro. À vous écouter, ce n'est pas si dramatique que ça, peut-être pas dans l'absolu, mais en se comparant par rapport aux Américains, puisque l'inflation sous-jacente, c'est 1,6. 1,6. Vous vous dites quoi? Parce que, notamment, on a les faucons de la BCE qui disent, voilà, si les pressions inflationnistes s'installent vraiment, je crois que c'est le patron de la Banque centrale autrichienne qui disait que la BCE sera dans l'obligation de resserrer plus rapidement qu'anticipé sa politique monétaire. Écoutez, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs grilles de lecture. Il n'y a pas plusieurs écoles. Sur l'inflation, Oui, enfin, il y a ceux qui s'expriment dans un sens ou dans un autre de manière plus appuyée. Mais au total, il va de soi que la Banque centrale européenne considère, à mon avis, comme une bonne nouvelle le fait qu'on sorte d'une période d'inflation extrêmement basse sur 10 ans. Donc, après tout, l'ensemble des banques centrales des pays avancés ont tout fait pour sortir d'une inflation... Sur 10 ans, l'inflation en zone euro, c'est 1. Même peut-être, ça dépend, si vous voulez, du point de départ, du point d'arrivée, mais entre 0,9 et 1. Et sur 20 ans, si on prend sur 2000-2020 si on prend depuis le début de la création de l'euro, là, on est quelque chose de plus raisonnable, 1,6 ou quelque chose, 55, quelque chose comme ça. Moi-même, quand j'étais à la Banque centrale européenne, au moment où je suis parti, j'étais très fier de dire on a fait 1,98. Et donc, moins de 2, mais proche de 2. Donc, au total, si vous voulez, il faut bien le dire, la Banque centrale européenne a remarquablement réussi le principal défi qui lui était lancé, à savoir créer une monnaie, en effet, à partir de rien, mais qui soit une monnaie crédible. La plupart des observateurs pensaient que ça ne serait pas le cas. Ils ont eu tort et il faut s'en féliciter. Ceci dit, il y a eu un épisode d'inflation extrêmement basse, justifiant des politiques monétaires extrêmement accommodantes aux États-Unis, au Japon, en Europe, partout dans les pays avancés. Il est très bien qu'on en sorte. Et il est très très bien qu'on en sorte en réancrant solidement les anticipations d'inflation à moyen et long terme. Qu'on en sorte, mais pas trop vite, parce qu'il y a beaucoup de dettes partout et que... Non, il faut en sortir. Si vous voulez, vous pouvez très bien avoir une inflation à 2% en moyenne sur moyen et long terme, et puis avoir au total des taux d'intérêt qui vous donneraient à peu près la même
les mêmes taux réels que ceux que nous avons actuellement. Donc on n'est pas contraint, si vous voulez, d'avoir éternellement une inflation en dessous de l'objectif. Non, il faut revenir à l'inflation objective que nous avons. Et je suis très content que nous y revenions clairement. Alors, à partir de là, la Banque centrale doit faire en sorte qu'elle stabilise les anticipations d'inflation au bon niveau. Ouais. C'est-à-dire autour de 2%. Sur ces 3% d'inflation en zone euro pour vous, il y a ce débat, savoir si c'est temporaire, durable. Pour Christine Lagarde, c'est temporaire. Pour Jerome Powell, c'est temporaire. Oui. Aussi pour vous, parce qu'on a quand même pour Jerome Powell, c'est temporaire et on peut être dubitatif, très franchement, quand on voit ce qui se passe réellement aux États-Unis. En Europe, c'est temporaire, dit la Banque centrale européenne jusqu'à présent, et on peut ne pas être aussi soupçonneux parce qu'effectivement, on n'est pas dans le même univers, comme je vous le disais. Ouais. Ceci dit, les banques centrales sont jugées à leurs résultats. Est-ce qu'elles vont effectivement stabiliser les anticipations d'inflation à moyen terme? Je crois que la Banque centrale européenne a tous les moyens de le faire, et je crois qu'il est légitime qu'elle soit aussi flexible que possible. Il serait très catastrophique de négliger complètement, si vous voulez, des poussées inflationnistes si elles s'avèrent bien réelles et dangereuse pour toutes les raisons. Et on le saura quand, ça? À partir de quel moment le temporaire devient durable? D'abord, nous allons avoir une information quand même assez importante aujourd'hui, qui est celle des anticipations, des projections qui sont faites par les uns et par les autres et qui vont influencer considérablement, évidemment, les décisions du Conseil des gouverneurs. Ouais. Donc, on va voir. Si vous voulez, à ce stade, pour moi, il n'est pas illégitime de dire nous sommes en présence d'une poussée d'inflation extrêmement opportune parce que nous sortons d'une période d'inflation anormalement faible. Tout le problème est d'ancrer solidement ces changements d'anticipation en ligne avec notre définition de la stabilité des prix. C'est l'hypothèse que je fais. Ouais. Un petit mot, Jean-Claude Trichet, des taux à 10 ans en France. On est de nouveau légèrement en territoire positif. C'est une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais si la BCE ne menait pas cette politique de rachat d'actifs qu'elle mène, où seraient les taux à 10 ans français sur la dette souveraine française? S'il n'y avait pas l'activisme monétaire de la BCE, on serait à quel niveau? On serait au-dessus? Je crois qu'on ne peut pas poser la question simplement pour la France. Il faut la poser pour l'ensemble de l'Europe. Bien sûr. Quand on voit qu'aujourd'hui la BCE détient, je crois, un quart du stock de la dette publique française. Je parle sous votre contrôle. De même qu'elle détient à peu près le même pourcentage pour les autres pays. Donc on est en présence d'un phénomène de masse, si vous voulez. L'ensemble des pays de la zone euro sont dans la même situation. Ce qui compte, à mon avis, essentiellement, c'est de préserver sa propre crédibilité, sa propre confiance, la confiance que le marché a dans votre signature par rapport aux autres. C'est ça qui me paraît être le problème essentiel. Il va de soi qu'on a des dettes qui sont très importantes, les uns et les autres, tous. Il va aussi de soi que le marché, les épargnants et les investisseurs vont continuer à regarder les niveaux de dette des uns et des autres, vont continuer de vérifier s'ils sont capables de diminuer ce montant en proportion du produit intérieur brut dans une perspective de moyen terme. S'ils en sont capables, alors ils préservent leur crédibilité et on continue à leur faire confiance pour les emprunts nouveaux. S'ils n'en sont pas capables, ils perdent leur crédibilité, on leur fait moins confiance pour les emprunts nouveaux. Moi, j'ai connu cette période avec la Grèce, l'Irlande, le Portugal, puis l'Italie et l'Espagne. Donc, ce sont des périodes, si vous voulez, où vous avez effectivement une réappréciation du risque, par les épargnants du risque souverain qu'ils prennent. En l'occurrence, donc, il faut avoir en tête, quand on sort du Covid, et on n'est pas très loin, je l'espère, de sortir du Covid, alors il va falloir démontrer au marché, quand on est italien, espagnol, français, allemand et français, bien sûr. Mais quand on est français, on a 120 points de dette rapportés au PIB, on a 9 points de déficit public. Et j'ai reçu plusieurs économistes cette semaine, Nicolas Bavrez, que vous connaissez, ou Patrick Artus, qui me disaient qu'au train vont les choses. Il n'est pas illusoire d'imaginer une crise de nos finances publiques en 2023, puisque à ce moment-là, la BCE sera peut-être
pas ou plus là pour acheter de la dette française. La BCE n'achète pas la dette française. Oui. La BCE exerce, si vous voulez, son magistère sur l'ensemble de la zone euro. Oui. Elle n'a pas de bienveillance particulière sur la dette française. Dont la France. Oui, dont la France, bien sûr, mais elle n'a aucune bienveillance particulière pour aucun pays particulier. Oui. Alors, il est parfaitement clair, en effet, que si nous ne sommes pas capables de démontrer au marché que notre encours de dette en proportion du PIB commence à diminuer au moment où tout le monde sort du Covid, et quand je dis tout le monde, je veux dire l'ensemble de la zone euro, évidemment, et l'ensemble des pays avancés, alors à ce moment-là, on peut avoir une perte de crédibilité. Et vous savez que moi j'ai constamment appelé l'attention sur le fait que notre endettement public est trop important. Ici même, je vous ai dit la dernière fois, je crois, que quand on compare l'Allemagne et la France, le problème principal n'est pas le Covid, ce n'est pas les dépenses du Covid, le problème principal, c'est ce qui s'est passé entre Lehman Brothers et le début du Covid. Et là, alors, on voit une différence énorme. On voit une divergence. Une divergence par rapport aux Allemands. Les Allemands étaient à 64% du produit intérieur brut juste avant le Lehman Brothers. 2008. En 2007, disons, pour simplifier. En 2007, 64%. Français, 64%. Allemagne et France, au même niveau. Les Allemands, ensuite, ont abaissé leur encours de dette en proportion du PIB à 60% à la fin de l'année 2019. Et les Français étaient montés à 98-99. Donc, énorme différence. Différentiel de 40 points de PIB. Donc, le problème, c'est le problème structurel français permanent. Même hors de période de crise, nous avons une préférence pour la dépense publique. Donc, à tous les ferments. Anormale. Donc, il y a comme tous les ferments pour qu'il y ait... Non, j'ai confiance dans le fait que la France, qui n'a pas été en crise au cours de ces dernières années, certainement pas, je l'ai pu l'observer moi-même au moment de Lehman Brothers, ne va pas commencer à être un pays en crise. Donc, je ne crois pas, si vous voulez, que la France soit capable de se laisser aller pour se retrouver dans la situation où, à un moment, j'en sais quelque chose, l'Espagne et l'Italie se sont trouvés, ce qui m'a conduit à écrire aux deux premiers ministres des deux pays et à commencer à intervenir massivement, en effet, de manière ciblée. Alors, pour le coup, c'était vraiment la dette italienne et la dette espagnole qui étaient ciblées. On rentre en élection présidentielle en France. Vous savez que c'est pas... En période d'élection générale, on fait beaucoup de promesses avec de la dépense qui va avec. Non, parce que je crois que le peuple français est assez lucide pour ne pas prendre au sérieux des dépenses qui ne pourraient pas être honorées. Donc j'ai plus confiance que vous dans la capacité de notre opinion publique de faire le départ entre ce qui est sérieux et ce qui est moins sérieux. Dernière question, Jean-Claude Trichet. Est-ce qu'il faut se dire que la remontée des taux longs un peu partout dans le monde est inéluctable à compter des prochains trimestres, qu'on est vers, je ne dis pas vers un crack obligataire, mais non, une remontée naturelle des taux d'intérêt à long terme, elle est inéluctable parce que tous les programmes d'urgence vont prendre fin, que la croissance sera de retour, que l'inflation, il y a plus d'inflation qu'avant. Oui, le problème, encore une fois, pas sûr. Le problème, c'est que nous revenions tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, je veux dire les pays avancés essentiellement, c'est eux qui ont eu un problème très anormal pendant 10 ans. Donc si nous revenons à une situation normale, il est normal, en effet, que nous ayons plus d'inflation, en ligne avec notre définition de la stabilité des prix, des taux d'intérêt nominaux plus importants, bien sûr, peut-être les mêmes taux d'intérêt réels, et donc une économie réelle qui pourrait n'être pas placée dans une situation si différente que ça. Mais en tout cas, les taux nominaux, oui, bien sûr, vont augmenter, ça va de soi. Bon. Et c'est heureux, puisqu'encore une fois, c'est ce qui a été souhaité depuis 10 ans. Et enfin, ça marcherait. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, donc Jean-Claude Trichet, invité de la grande interview en direct. Merci de votre invitation. Sur Boursorama. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.